Avant toute chose, je vous adresse un tout grand merci pour votre soutien et vos commentaires constructifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, c'est donc mon devoir de vous proposer un contenu de qualité. J'ai bien pris en compte vos remarques en ce qui concerne l'utilisation de la musique, notamment sur ma dernière vidéo. Bon, sachez que j'en suis un peu au niveau préhistorique de la création de vidéos avec mes petits outils rudimentaires. Je progresse très lentement, je tâtonne, je teste plusieurs trucs. Mais au bout du compte, c'est votre avis qui compte et qui me guide. Cette chaîne, c'est la mienne, mais c'est surtout la vôtre. Alors, tant que vous êtes au rendez-vous, je continue. Et en attendant, je vous souhaite un très bon visionnage. Ceux qui suivent assidûment mes vidéos ont dû comprendre que j'étais férue de cinéma français des années 70. J'ai essayé de comprendre d'où venait ce goût. J'aime tous les genres de films, de toutes les époques, de tous les pays, mais il y a un truc avec le cinéma français des années 70 qui fait que j'y reviens toujours. Alors c'est vrai aussi que j'ai toujours baigné dedans grâce à mes grands-parents, mais il y a une magie qui s'opère et tout particulièrement avec le présent film dont nous allons maintenant parler. Mort d'un pourri est le 26e film de Georges Lautner. Sorti en 1977, il met en vedette Alain Delon, acteur principal et aussi producteur du film. Alain Delon qui, à cette époque, est au creux de la vague après avoir enchaîné 7 films qui sont tous des échecs et dont il était presque à chaque fois le producteur. Il s'agit donc d'un film important pour lui. Il est en effet arrivé à un stade où il envisage de mettre un terme à sa carrière. Le succès ou l'échec de Mort d'un pourri sera donc déterminant pour lui. Mais enfin, vous connaissez la suite de l'histoire. Mort d'un pourri est l'adaptation du roman éponyme de Rav Vallée, un auteur dont Lautner avait déjà adapté un roman à l'écran 10 ans plus tôt, Le Pacha. Rav Vallée a également écrit le roman Adieu poulet, lui aussi adapté à l'écran avec beaucoup de bonheur en 1975 par Pierre Granier de Fer. Un peu comme Steven Spielberg, Georges Lautner alterne les films légers et les films sombres. Mort d'un pourri s'inscrit dans cette dernière catégorie. Ce qui ne l'empêche pas néanmoins d'apporter de petites touches d'humour et de couleurs qui contrastent avec l'ambiance générale. Vous étiez au courant de ce rendez-vous, monsieur Maréchal? Non, pas du tout, mais je pense que monsieur Serrano a pu l'annuler sans en informer mademoiselle Braco. En principe, monsieur Serrano... Il lui est jamais arrivé de changer de cravate ou d'aller pisser sans vous le dire? En l'occurrence, les répliques pinces sans rire d'Audiard viennent nous faire relâcher un peu la pression entre deux événements dramatiques. On peut aussi noter la couleur jaune pétante des bureaux qui dénote complètement avec l'atmosphère sombre de Paris, filmée en grande partie de nuit. Mort d'un pourri se situe ainsi entre deux films légers de Lautner. On aura tout vu et Ils sont fous ces sorciers, dont on doit absolument parler. Avant mon premier visionnage, le titre m'a laissé penser qu'il s'agirait de l'histoire d'un flic corrompu, joué par Delon, dont on verrait une partie du parcours jusqu'à sa mort. Il n'en est rien. Il n'y a pas qu'une seule mort dans ce film. Et pas qu'un seul pourri non plus. Les morts sont nombreuses, tantôt esthétisées, tantôt filmées froidement, à commencer par la première. Tout commence en effet avec un meurtre dont on connaît le coupable, comme un bon vieil épisode de Derrick. Un député, Philippe Dubail, a tué un de ses collègues, Serrano. Ce personnage détenait un cahier listant toutes les corruptions dont il avait connaissance. Philippe faisait partie de cette liste et Serrano faisait pression sur lui pour qu'il démissionne de l'Assemblée, faute de quoi il révélerait sa corruption. Nous avons donc à ce stade une mort et un pourri. Philippe est l'ami de Xav, joué par Alain Delon. Il va le mêler à cette histoire dès le début. Et puis Philippe est tué à son tour, et Xav va alors chercher à découvrir la personne qui l'a tué. Or nombreux sont les suspects. Au fur et à mesure du film, Xav va être approché par de nombreuses personnes, toutes plus suspectes les unes que les autres. Dans la lignée de Z de Costa Gavras ou encore Adieu poulet de Pierre Granier de Fer, l'histoire se déroule sur fond de magouilles politiques qui évoquent des faits réels. Le film a en effet été tourné durant la période giscardienne, émaillé par de nombreux scandales politiques. Un peu comme aujourd'hui. Oui, peut-être. Michel Audiard, grand collaborateur de Georges Lautner et qui écrit les dialogues du film, a affirmé vouloir parler de l'actualité. Il a récusé l'aspect fictionnel de son scénario.
On est loin de la mention « toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé est purement fortuite ». Au contraire, Michel Audiard assume pleinement la ressemblance avec la réalité. En attendant qu'il s'installe l'international des prolos, on a mis en place l'international du pognon. C'est un peu plus sérieux, croyez-moi. Pour reprendre les mots d'Audiard, Mort d'un pourri est un film policier sur une trame politique. Ce meurtre d'un député nous fait découvrir tout l'envers du décor du monde politique. Audiard, que vous connaissez sans doute tous, reprend en effet son fidèle poste de scénariste et dialoguiste pour Georges Lautner. Audiard, dont bien des répliques sont passées à la postérité. Faut reconnaître. C'est du brutal. C'est tout simplement le dialoguiste le plus célèbre de France et de Navarre. C'est dans les années 60 qu'il atteint son apogée avec Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner déjà. Or, dans ce présent film, Audiard commence à amorcer un tournant dans son style. Ce sera encore plus manifeste avec le magnifique film Garde à vue de Claude Miller. Michel Audiard bride en effet sa loquacité. Les dialogues sont davantage dans la retenue et plus rares, laissant la part belle à la musique et au silence. La musique de Philippe Sard, lui aussi fidèle de Georges Lautner, tient littéralement un rôle dans ce film. En effet, le film s'ouvre sur un mystérieux plan sur le saxophoniste Stan Getz. Ce plan n'a aucun lien avec l'histoire. Il ne s'agit pas d'un personnage du film, il s'agit d'une mise en image de la musique, comme pour signifier qu'elle tiendra un rôle important dans le film. Philippe Sard livre ici l'une de ses plus belles compositions. Reprise du thème du film On aura tout vu, Lautner avait adoré ce thème et déploré sa sous-utilisation dans On aura tout vu. Ici, la musique certes souligne l'ambiance dramatique de certaines scènes, mais elle est aussi un relais des dialogues. Comme dans L'homme qui en savait trop d'Hitchcock, la musique recouvre parfois certains dialogues entre guillemets inutiles dans des scènes cruciales. Les personnages parlent moins, agissent moins, sont plus contemplatifs et même impuissants face aux drames qui s'abattent sur eux, à commencer par le personnage que joue Delon. Au niveau de la mise en scène, Lautner comme Audiard fait preuve de plus de retenue. Même si le film offre de somptueuses cascades, évidemment réglées par Rémi Julienne, Lautner nous offre ici des scènes beaucoup plus calmes, où parfois les personnages ne font strictement rien. Je pense notamment à cette scène de Daniel Secaldi dans sa voiture qui semble juste noyé dans sa solitude. Des scènes avec une photographie magnifique, signée par le grand Henri Deca. Le découpage des scènes produit un rythme plus lent. Et puis, comme dans bon nombre de ses films, Lautner nous offre ces magnifiques gros plans sur les visages des acteurs. Ce rythme plus lent nous permet à nous autres spectateurs de scruter les images, de nous attarder sur elles. En effet, le film comporte beaucoup de scènes de miroirs, de surcadrage, d'images dans l'image, de décors foisonnants, autant de détails qui contribuent à démultiplier l'image et par là même de démultiplier les significations de ces plans. Tout d'abord, on note la présence de nombreux miroirs. Ces multiples scènes de miroirs qui tantôt signifient la duplicité des personnages, comme avec le personnage de Fondary joué par Julien Guillaumard, et qui tantôt signifient aussi leur solitude. C'est notamment le cas lorsque le personnage de Stéphane Audran, alcoolique, se regarde juste avant sa mort dans la glace en silence, comme si elle savait. Mais on voit aussi de nombreux tableaux d'art, des photographies, des surcadrages. L'image est sans cesse démultipliée, jusqu'aux références cinématographiques présentes sur les affiches accrochées au mur de la maison du personnage d'Ornella Muti, l'arnaque et profession reporter d'Antonioni. Lautner semble d'ailleurs s'être inspiré du blow-up d'Antonioni et d'Hitchcock pour ce film. On pense notamment à la scène de la mort de Stéphane Audran en caméra subjective. C'est la caméra qui semble tuer le personnage. De même, lorsque le personnage d'Ornella Muti hurle de peur et que la caméra vient se coller à son visage, renforçant l'oppression qu'elle ressent. Et puis le film se construit sur de nombreuses mises en abîme. D'abord, il y a les photos souvenirs avec Philippe que Xav contemple après la mort de son ami. Il s'agit en fait de vraies photos prises sur les tournages que Maurice Ronet et Alain Delon ont fait ensemble. On pense aussi au personnage de Mireille d'Arc qui joue la maîtresse de Xav. Mireille d'Arc et Alain Delon étaient encore ensemble. Ou encore lorsque Xav dit au flic joué par Michel Aumont au sujet de la mise en scène du suicide du personnage joué par Audran, ce genre de mise en scène porte habituellement la marque de votre aimable maison. Enfin, l'une des mises en abîme les plus marquantes, c'est lorsque Delon dit à Guillaumard « Tu seras toujours un second, un brillant second, mais un second ». Delon brise le quatrième mur ici. En effet, puisque Julien Guillaumard, vous le savez sans doute, est l'un des plus grands seconds rôles du cinéma français.
comme Jean Bouise et Daniel Secaldi, également présents dans ce film. Je ne sais même plus honnêtement pourquoi Xav dit ça à Fondary. J'ai juste l'impression que c'est Delon qui s'adresse à Guillaumard. Et c'est tout à fait vrai, Guillaumard fut un brillant second rôle. Mais le film compte aussi d'autres références à la mise en scène. D'abord, Philippe fait figure de metteur en scène auprès de Xav. C'est lui qui lui donne son alibi. Un alibi qui ne fait pas illusion auprès de la police. Xav est en effet un personnage qui se trouve happé dans une situation tragique malgré lui. Il n'est responsable de rien et va se retrouver mêlé à des drames contre lesquels il ne peut rien. C'est en effet un personnage peu agissant. Nous sommes loin de la figure du Delon forgé par Melville. Nous sommes dans un film policier ou polar, un genre de film qui se fonde sur la résolution d'une enquête. En l'occurrence, il s'agit de découvrir qui a tué Philippe. Le personnage qui enquête est normalement un personnage agissant. Chez Melville, Delon incarnait l'homme seul, le flic ou le voyou, mais menait l'action. Ici, Delon se fait mener par les autres personnages, littéralement puisqu'il ne conduit presque pas. Lautner a conservé la figure de l'homme seul, qu'a souvent incarné Delon, mais l'a remodelée à sa manière. La plus grande mise en abîme sur laquelle ce film se fonde, et que j'ai évidemment gardée pour la fin, apparaît dès le générique avec cette mention. Alain Delon présente Alain Delon. Une inscription qui peut d'abord porter à sourire, qui évoque le légendaire ego de feu Alain Delon. Au premier degré, il s'agit du producteur qui présente l'acteur principal du film, mais c'est aussi un signe de dédoublement. Un Alain Delon en présente un autre, comme s'il y avait plusieurs Alain Delon. Tout d'abord, il faut noter que Delon a une double casquette sur ce tournage, acteur et producteur. Or, d'après Lautner, il est davantage préoccupé par cette deuxième fonction. Delon, comme Jean Marais par exemple, est l'homme des premières prises, ce qui oblige Lautner à revoir sa méthode de travail. En effet, ce dernier aime multiplier les prises de manière à avoir le plus de propositions possibles de la part de ses acteurs, ce que Delon se refuse à faire. Ainsi, Lautner sur ce tournage fait répéter ses acteurs plusieurs fois et appelle Delon au dernier moment pour jouer sa scène. Delon a un côté interventionniste dans la mise en scène, et cela est d'autant plus marqué qu'il est producteur de ce film. Il demande des justifications à Georges Lautner à chaque plan. En effet, comme De Funès ou Belmondo, Alain Delon porte ces films. Il leur donne son nom. On ne va pas voir un film avec Alain Delon, ou un film avec Belmondo, ou un film avec De Funès. On va voir un Delon, un Belmondo, un De Funès. Et pourtant, j'imagine que les premiers spectateurs de ce film qui allaient voir un Delon ont dû être surpris par ce Delon. C'est en effet un Alain Delon normal que l'on voit, si tant est que ça existe, un Alain Delon normal. En tout cas, un Alain Delon qui a abandonné son trench pour des vêtements colorés, un Alain Delon particulièrement souriant. Un Alain Delon qui n'aime pas les armes et attendra d'être poussé dans ses retranchements pour en utiliser une. C'est aussi un Alain Delon qui se fait conduire la plupart du temps. Un Alain Delon qui se fait tirer du lit à 5h du mat par un de ses copains qui lui annonce avoir tué un homme. Un Alain Delon spectateur de la mort de son ami, puis de celle du personnage de Stéphane Audran. Un Alain Delon qui sera tiré d'affaire par le personnage d'Ornella Muti. Bref, un Alain Delon qui n'est ni flic ni voyou, pour reprendre le titre d'un autre film de Georges Lautner. C'était une volonté de la part de ce dernier de faire d'Alain Delon un personnage quasiment normal. Non pas dans un but de casser l'image de l'acteur, mais simplement parce que c'était sa vision à lui de ce que pouvait incarner Delon. Ce film marque d'ailleurs le début d'un tournant dans la carrière de Delon. Il incarnera davantage de types normaux, comme dans Notre histoire de Blier par exemple. Ainsi, on assiste à l'éclosion d'un nouvel Alain Delon, qui laisse les autres agir, et notamment le personnage de Maurice Ronet, sans qui il n'y aurait même pas eu d'histoire. Ce film met en effet en scène la gémellité entre Maurice Ronet et Alain Delon, les deux frères du cinéma comme on les surnommait. Deux hommes avec une beauté singulière, des regards bleus troublants et des acteurs fabuleux. Cette gémellité est mise en scène dès le début du film. Delon et Darc d'un côté, Ronet et Audran de l'autre. Les deux hommes sont des alter-ego dans le film et l'un va plonger à cause de l'autre. On le voit encore plus nettement lors de la scène de la mort de Philippe. Xav est allongé face à lui dans la même position, ce qui montre que la mort aurait pu lui tomber dessus. Ce qui est arrivé à Philippe aurait pu arriver à Xav. Une fois Philippe mort, Xav va trouver un autre avatar. Ornella Muti a la beauté surnaturelle, comme Alain Delon en son temps, un personnage taciturne. Alors certes, à cette époque, la jeune italienne parle à peine le français, donc ses dialogues sont réduits à l'essentiel, mais son mutisme n'est pas anodin. On la retrouve d'ailleurs en trench coat, comme une lointaine évocation de Delon chez Melville. Et puis elle aussi meurt, comme Delon chez Melville. Delon n'agissant plus, c'est cette mystérieuse femme qui le tire d'affaire sans presque dire un mot. Ainsi, Delon n'étant plus Delon dans ce film policier,
il trouve ses relais dans d'autres personnages. Et nous autres, spectateurs, trouvons notre relais dans ce personnage de Xav, englouti dans ce monde hostile qui le manipule. On peut noter aussi que le film met en scène un nouveau Paris. Il y a le Paris des bâtiments haussmanniens que des photos nous montrent au tout début du film. Un Paris dans lequel le Delon de Melville a évolué et qui va laisser place à un Paris moderne, déshumanisé, plein de publicités immenses, et puis la gare Montparnasse flambant neuve. 1977, tout a changé. En définitive, je pense que Mort d'un pourri est le grand œuvre de Georges Lautner. Et pour apporter d'autres éléments de réponse à ma question liminaire, pourquoi j'aime tant le cinéma français des années 70 ? Parce que tout y est. Mort d'un pourri, c'est le film d'un homme passionné par le cinéma, qui propose un millefeuille de lecture. J'ai évoqué succinctement les points qui ont le plus retenu mon attention, mais il y en a tant d'autres. La vidéo pourrait durer 12 heures. C'est un film qui, à chaque visionnage, nous apporte quelque chose de différent. Un film dont la musique nous transporte, dont chaque plan est plus beau que le précédent. Et puis ses seconds rôles d'anthologie. C'est un cinéma qui embrasse le comique, le tragique, le politique, tout en proposant une forme esthétique de grande qualité et qui constitue à la fois un vrai moment de divertissement, du vrai cinéma qui s'adresse à tous. Bref, j'attends votre avis sur Mort d'un pourri et en attendant, je vous dis à bientôt, boujou chez vous.